La première croisade noire d'Abaddon vient de s'abattre sur l'impérium de l'humanité. Un host de Space Marines renégat d'une ampleur jamais vue frappe le Segmentum Obscurus, et plus particulièrement la porte cadienne, avant de se retirer devant la contre-attaque impériale, les cales pleines de butins et d'esclaves. Les serviteurs des dieux du chaos ont rempli leur objectif. Ils ont répandu la terreur et la destruction sur des centaines de mondes impériaux, prouvant aux serviteurs de celui qu'ils surnomment le faux empereur ou l'empereur cadavre que nul n'est à l'abri de leur légion. L'Imperium entreprend de fortifier davantage les mondes aux alentours de Cadia Prime, mais fait face à de nouveaux défis pour retrouver ce qu'il a perdu et conserver ce qu'il a encore. Des invasions xénos et des soulèvements séparatistes prélèvent leurs tribus, tandis que les gouverneurs planétaires s'efforcent de défendre leur domaine. Les citoyens impériaux vont trouver refuge dans la foi impériale pour trouver du réconfort, et les hauts seigneurs de Terra ne tardent pas à s'emparer de ce levier de contrôle des foules, et l'espoir cède rapidement la place à un dogme autoritaire irréfléchi. L'Imperium structure cette religion et crée, pour l'administrer, une toute nouvelle entité, l'Adeptus Ministorum. Cela marque la fin définitive de la vérité impériale, abandonnée au profit de la simple détermination de survivre. Un nouvel âge va s'ouvrir, il s'agit de l'âge de l'Imperium. Au IXe siècle du XXIe millénaire, de nombreux cultes ont émergé à travers l'Imperium. Bien que comportant de nombreuses variantes locales, tous s'accordent pour considérer que l'enchâssement de l'empereur sur le trône d'or, après son combat contre Horus Lupercal, loin d'être une chute, constitue en réalité son ascension au rang de divinité. Parmi ces nombreux cultes se trouve le temple de l'empereur sauveur, dont les disciples suivent les enseignements du Lectitio Divinitatus, pourtant écrit par le primarque félon Lorgar. Celui-ci, dans son besoin viscéral de pratiquer une forme de spiritualité, qui vénérait, dès la Grande Croisade, l'empereur comme un dieu, dressait sur chaque planète conquise des temples et autels en son honneur, fut puni et humilié par son père pour avoir désobéi à la vérité impériale, obstinément athéiste, et rejetant toute forme de culte au profit de la science. Tandis que son humiliation précipite sa chute et, par voie de conséquence, celle de son frère Horus Lupercal, son ouvrage, quant à lui, est secrètement disséminé parmi la population impériale. Celle-ci va s'y réfugier dans les moments de souffrance, qui ne manqueront pas de se présenter durant l'hérésie d'Horus qui s'ensuivra. Un culte va naître, et, dans les profondeurs des vaisseaux spatiaux et dans les quartiers populaires des cités ruches, à s'épanouir, loin du regard des forces de l'ordre. Désormais majoritaire parmi tous les cultes impériaux, acceptés et même encouragés par les hauts seigneurs de Terra, ceux-ci vont unir l'ensemble de ceux-ci dans ce qui sera nommé l'Ecclésiarchie. Au début du 32e millénaire, cette église unique, dédiée au culte de l'empereur Dieu, obtient le statut de religion d'État officielle de l'Imperium et le titre d'Adeptus Ministorum au sein de l'Adeptus Terra. L'Adeptus Ministorum est une organisation massive chargée de guider la vénération de milliards de citoyens à travers d'innombrables mondes, et malgré de grands écarts de distance, de langage et de culture. Le cœur du pouvoir spirituel et temporel de l'Ecclésiarchie est le culte impérialis, aussi connu comme le credo impérial ou culte impérial. Cet organe de l'Imperium promeut la vénération de l'empereur de l'humanité comme le seul et unique dieu de l'humanité. Il affirme que le dieu empereur dispose de pouvoirs capables d'influencer la matière spirituelle et temporelle, et met en avant le pouvoir de la prière comme un moyen susceptible d'apporter un changement dans les circonstances mortelles des citoyens de l'Imperium, grâce à l'intervention divine de l'empereur en personne.
comme pour renforcer le droit divin conféré à l'humanité de gouverner les étoiles. Il est également chargé d'administrer et de répandre le culte impérial à travers les territoires de l'Imperium. Rapidement, l'Adeptus Ministorum s'émancipe de l'Adeptus Terra et devient un adeptat gouvernemental indépendant. Quelques siècles plus tard, l'ecclésiarque Veneris II reçoit un siège au sein du Senatorum Imperialis, le corps gouvernemental constitué des 12 officiels de plus haut rang de l'Imperium, appelés les Hauts Seigneurs de Terra, oligarchie collective chargée de gouverner l'Imperium au nom de l'empereur. 300 ans plus tard, le siège de l'ecclésiarque au sein du conseil devient permanent. Son pouvoir continue de grandir, raffermissant son emprise sur les esprits et les croyances des citoyens impériaux. Ceux qui ne suivent pas ses enseignements sont déclarés incroyants, sont ostracisés et parfois même exécutés. Les vastes territoires de l'Imperium sont organisés en diocèses, dirigés par les cardinaux de l'ecclésiarchie. Ces figures politiques et religieuses sont responsables des hordes de missionnaires et de prêcheurs déployés pour subvenir aux besoins spirituels des croyants sur des centaines de mondes. Hôtels somptueux, temples impressionnants et cathédrales majestueuses dédiées au dieu empereur sont érigées partout dans l'Imperium. Des millions de pèlerins commencent à traverser la galaxie pour visiter des lieux d'importance religieuse majeure, comme les mondes où un saint impérial en particulier a réalisé son plus célèbre miracle. Avec le temps, le nombre important de pèlerins qui posent le pied sur certains mondes devient une activité économique à part entière pour l'ecclésiarchie, et des planètes entières sont alors dédiées au culte et directement administrées par l'Adeptus Ministorum. Celles-ci sont appelées mondes sanctuaires. Les plus importants mondes sanctuaires peuvent devenir le siège d'un diocèse entier qui s'étend à travers un secteur ou sous-secteur, et un cardinal viendrait y élire domicile. Ces planètes seront alors connues comme des mondes cardinaux. En seulement 3 siècles, l'Adeptus Ministorum parvient à asseoir sa domination à travers la quasi-intégralité de l'Imperium, absorbant avec succès les différents cultes vénérant le dieu empereur en une seule religion globale aux variations régionales subtiles. Les cultes dont les fondations sont incompatibles sont quant à eux dissous et interdits, si bien qu'il ne subsistera bientôt qu'un seul d'entre eux qui résistera à l'absorption et opposera une résistance tenace à l'ecclésiarchie. Celui-ci est appelé la Confédération de la Lumière. La Confédération de la Lumière va représenter la seule menace sérieuse à la domination spirituelle et politique de l'ecclésiarchie. Elle est basée sur la planète d'Imamar, et la foi de ses pénitents se base sur des idéaux de pauvreté et de vie simple, qui entrent en contradiction évidente avec les enseignements de l'ecclésiarchie. En effet, la vue orthodoxe du temple de l'empereur sauveur affirme que des sacrifices de richesse envers l'Adeptus Ministorum, sous la forme de taxes, de dîmes et d'offrandes, sont nécessaires pour garantir la salvation de son âme et permettre à la lumière de l'empereur d'atteindre chaque recoin de la galaxie. Politiquement, la Confédération de la Lumière affirme également que l'Église d'État doit être séparée de la politique de l'Imperium, fournissant un secours spirituel aux citoyens de la galaxie et ne servant pas de force dominante dans la gouvernance du royaume de l'empereur. Une telle position est une menace directe envers le pouvoir politique de l'ecclésiarchie, et est devenue la composante la plus puissante du gouvernement impérial, transformant l'Imperium en théocratie dans un effort qui durera jusqu'à la fin du 35e millénaire. La Confédération de la Lumière s'avère trop difficile à infiltrer. L'ecclésiarchie décide alors de recourir à la violence, soutenue dans son effort par le vote unanime des autres hauts seigneurs de Terra, qui déclarent la première guerre de la foi. Leur objectif est principalement d'assurer que la stabilité politique ne soit pas menacée par l'émergence d'une pluralité religieuse et de possibles violences entre sectes rivales. L'intégralité de la Confédération de la Lumière est déclarée hérétique, et les forces de l'Astra Militarum, de la Navis Imperialis et de milliers de zélotes fanatiques de l'église Frateris Militia sont déployés contre elle, chargés de sa destruction. Seuls quelques cellules et hôtels dissimulés de la Confédération parviennent à survivre, tandis que le pouvoir de l'ecclésiarchie orthodoxe, quant à lui, devient plus important que jamais. Vers la fin du 33e millénaire,
les coffres de l'ecclésiarchie déborderont d'offrandes et taxes de la part des milliards de pieux citoyens impériaux. Durant la première moitié du 32e millénaire, l'Imperium jouit d'une période de paix et de prospérité relative, en parallèle à sa reconversion en théocratie orthodoxe sous l'égide de l'Adeptus Ministorum. Cette accalmie, faisant suite à la fin de la première croisade noire d'Abaddon le Fléau, et combinée à la relégation de la majorité des espèces xénos aux frontières les plus reculées de l'Imperium, ainsi que leur catégorisation comme menace négligeable, permettent à l'Imperium de jouir d'une paix depuis longtemps désirée. La stagnation, la superstition et le zèle religieux qui définiront plus tard l'Imperium ne se sont pas encore imposés parmi ces mondes. L'humanité, après avoir écrasé l'hérésie d'Horus et résisté à l'incursion d'Abaddon, considère avoir vaincu les pires des menaces. Les orques ne font pas exception et ne sont plus considérés comme une menace, et pour cause. L'Imperium est persuadé de les avoir définitivement éradiqués avec la monumentale victoire d'Horus lors de la croisade du Lanor. En vérité, les peaux vertes sont sévèrement sous-estimées par les savants de guerre et les stratégos impériaux. Et sans menace majeure à l'horizon, la vaste majorité de la flotte impériale est déployée afin de patrouiller le long des frontières de l'Imperium, loin de Terra, sous le commandement du seigneur haut-amiral de la marine, Lansung. Cette disposition de la flotte impériale permet de couvrir la majorité des vastes distances composant les frontières des territoires de l'humanité et parer à toute incursion mineure, tels que des pirates à Eldari ou une flottille des serviteurs des dieux sombres égarés. Cependant, cette dispersion des vaisseaux impériaux, pourtant innombrables, rend l'Imperium vulnérable à toute incursion majeure. Mais les stratégos sont formels. Une telle chose est impossible, car toutes les menaces majeures ont été éliminées. Nul survivant ne disposerait des effectifs ni de la bravoure nécessaire pour lancer un assaut d'envergure sur les territoires de l'humanité. Ils se trompent lourdement. La 544e année du 32e millénaire, sur le monde d'Ardamantua, dans le Segmentum Solar, à seulement 6 jours solaires de voyage warp de Terra, une compagnie rempart des Imperial Fist est déployée dans ce qui doit être une action de routine contre une autre espèce xénos. Elle est chargée de l'extermination d'une espèce insectoïde connue comme les chromes. Il s'agit d'une composante normale des opérations militaires impériales dans les siècles suivant l'hérésie d'Horus que d'éradiquer de telles menaces mineures envers les territoires impériaux proches du cœur de l'Imperium. Les analyses stratégiques chiffrent les effectifs des chromes à hauteur de 88 millions d'individus. Plus important, les scanners indiquent que les chromes sont en plein milieu d'une migration majeure, comme s'ils étaient en train de fuir une quelconque menace. Leur trajectoire indique qu'ils vont passer à travers les mondes du noyau du Segmentum Solar. Par conséquent, cette migration doit être stoppée avant que les chromes ne deviennent une menace pour le monde trône lui-même. Tandis que les xénos lancent leur assaut final désespéré sur les lignes impériales, Ardamantua est soudainement secoué par des distorsions géologiques et des tempêtes gravitationnelles inattendues. Le contingent des Imperial Fist est décimé, leur flotte perdue, et le maître de chapitre est abattu par les chromes. Les hauts seigneurs de Terra, réalisant soudainement que le désastre menace Terra même si les insectoïdes continuent leur migration désespérée, ordonnent le déploiement d'une flotte de sauvetage dirigée par le seigneur commandeur militant de l'Astra Militarum Het, ainsi qu'un chapitre entier des Imperial Fist sur Ardamantua. Ce plan est approuvé en particulier par le grand maître des assassins en personne, Rakan Vangorich. Les sources des distorsions gravitationnelles deviennent rapidement claires lorsqu'un planétoïde massif, une lune d'attaque orque, se matérialise soudainement en orbite d'Ardamantua et entreprend d'attaquer la flotte de secours impériale. À la surface, le chapitre Imperial Fist tout entier, commandé par le premier capitaine Algerine, le second capitaine Cohorland et le capitaine Sauber, aux côtés d'une poignée de gardes impériaux, se déploie pour le combat. Très rapidement, il se retrouve à mener un combat désespéré pour la survie contre les survivants chromes paniqués et les anomalies gravitiques qui empirent, qui alternent phases de matérialisation et de dématérialisation dans l'espace réel,
tandis que celui-ci finalise son arrivée depuis un royaume d'une autre dimension, que les impériaux nommeront plus tard le sous-espace. C'est alors que des troupes orques de taille massive posent le pied sur la planète et achèvent les forces impériales restantes, ainsi que les hordes chromes résiduelles. Il n'y a que 4 survivants dans tout le chapitre Imperial Fist déployé, dont 3 meurent tandis qu'ils sont aux soins d'une équipe de technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus. Un seul survivant parmi les Imperial Fist demeure alors dans le secteur. Le second capitaine Cohorland de la compagnie du Mur de la Lumière du Jour, qui de facto devient le nouveau maître de chapitre. En orbite, la situation n'est guère meilleure. Après être parvenu à transmettre un ultime message astropathique à Terra, l'informant que l'Imperium fait face à une menace comme l'humanité n'a jamais affrontée auparavant, la flotte du seigneur commandeur militant Het est détruite par la lune d'attaque orque. Les stratégos impériaux déterminent rapidement que la prochaine cible de la lune sera très certainement Terra elle-même. Dans les mois solaires qui suivront le désastre d'Ardamantua, des rapports mettront clairement en évidence pour l'Imperium que plus d'une lune d'attaque orque cause la dévastation, tandis que des vagues innombrables de peau verte inhabituellement larges se répandent à travers le segmentum solar. Rapidement, les sous-secteurs subissent une défaite inévitable et bientôt, les secteurs entiers sont submergés par ce qui s'avère n'être rien d'autre qu'une Wag orque d'une ampleur jamais rencontrée auparavant par l'Imperium. Des milliards de citoyens impériaux périssent dans la conflagration, tandis que les phénomènes gravitationnels et les tempêtes psychiques conduisent des millions à la folie. L'Imperium, paralysé par l'ampleur et la violence de l'invasion, tarde à prendre des décisions. Ses dirigeants, confrontés à ce phénomène inédit, ne parviennent pas à prendre de décisions conjointes et des luttes de pouvoirs intestines vont éclater, en dépit de l'urgence de la situation. Les dirigeants orques massifs de cette invasion seront appelés, en raison de leur stature, les bêtes par les impériaux. Leurs forces semblent également différer fortement des orques que l'Imperium a vaincus sur Ulanor. Ils sont bien plus intelligents et sont à même d'échanger couramment avec les humains dans leur propre langage. Ils ont développé des technologies gravitiques et de téléportation plus avancées que n'importe quelle technologie du Mechanicum. L'Imperium va mettre du temps à élaborer son plan de défense, ainsi qu'à battre le rappel de ses forces dispersées loin sur ses frontières pour affronter cette nouvelle menace sans précédent, capable d'emporter Terra, le système Sol, tout le segmentum solar et par conséquent l'existence même de l'Imperium dans la fureur de ses assauts d'une brutalité infinie. Tandis que les impériaux se rassemblent difficilement et prennent les armes pour défendre leur foyer, la guerre de la bête, comme elle sera appelée, fait déjà rage et plonge le cœur de l'Imperium, ainsi que des milliers de mondes périphériques, dans la lutte pour la survie. L'avenir de l'humanité, comme faction unique ayant un jour conquis les étoiles et s'étant imposée comme l'espèce dominante de la galaxie, est désormais plus menacé que jamais.